Vous écoutez Julie Taylor à Julie et compagnie. Aujourd'hui, mes invités sont Roxane Parthenay et Peter Small. Ces deux personnes représentent un collectif de gens qui s'organisent et demandent plus d'Hydro-Québec. On appelle ça « Exigeons plus d'Hydro-Québec pour la région Brome-Missisquoi » parce qu'actuellement, il y a des enjeux. On le sait parce que Hydro, depuis quelques années, parle de faire une rénovation sur nos installations. Bonjour. 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 Contente que vous soyez là. Merci. Alors, si je commence avec toi, Roxane, as-tu envie de me parler comment tu es venue sur le projet? Oui. En fait, merci pour l'invitation. Tout a commencé il y a quelques mois. J'ai été interpellée par les fameuses pancartes de la ville de Donham. Puis, je me suis dit que je pourrais contribuer étant donné que je suis moi-même un ex-employé d'Hydro-Québec. C'est vrai, hein? Oui. J'étais lorsque j'étudiais à Polytechnique, je travaillais pendant 5 ans à Hydro-Québec et je vulgarisais l'impact des lignes à haute tension sur les citoyens et j'expliquais et je vulgarisais le tout. Donc, je me suis dit que j'étais pour m'impliquer puis aider la population à bien comprendre, à les sensibiliser sur ce projet-là. Bien sûr. Puis, dis-moi donc, ça fait 6 mois que tu es sur le projet? Oui. Environ. Puis, ce projet-là est né il y a combien de temps? T'es né, à ma connaissance, il y a 1 an et demi, même le tout début, c'était peut-être 2 ans. Moi, nous, dans notre coin, on a aperçu le projet à partir du novembre 2024, oui. 1 an. Et à cause du fait que la localisation du poste oui. a été au pied de ma rue, et ma voisine de 84 ans m'a demandé de la représenter vis-à-vis Hydro. Oui. À partir de ce moment-là, on a créé le groupe Exigeons plus d'Hydro. Et on a travaillé depuis ce temps-là pour justement informer les citoyens de ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient. Alors, Peter, c'est quoi ton background? C'est quoi ton talent? Mon talent, j'en ai pas beaucoup, mais je suis architecte de formation. Je travaille dans le développement immobilier, oui. Surtout résidentiel. Donc, mon expertise, j'admets, n'est pas dans l'électricité, l'ingénierie de l'électricité, mais c'est surprenant comment vous pourriez apprendre des choses à l'intérieur d'un an avec vis-à-vis des travaux d'Hydro. Ben oui, puis si tu fais du développement, je veux dire, ça prend de l'électricité, des lignes qui arrivent, c'est une compréhension, exactement, c'est une compréhension. Je travaille tout le temps avec des ingénieurs, je comprends bien la gestion des projets, donc effectivement, c'est ma force et mon expertise. Bien sûr. Et toi, Roxane, tu as une formation en génie, tu disais à Polytechnique tout à l'heure? Oui, je suis je suis ingénieure en environnement. Donc, j'ai toujours été très, très sensibilisée à tout ce qui pouvait avoir un impact. Donc, je trouvais que ce dossier-là m'interpellait beaucoup. Puis, on est ici à Brome-Missisquoi parce que c'est quand même, ça va toucher toute notre région. On est à Norton, on est à Sutton. Ton objectif en tant que porte-parole, Roxane, ça a été de réunir les comtés. Bien, en fait, au début, c'était vraiment Peter qui était impliqué, mais après quelques mois, ça prenait énormément de temps. Donc, je lui apporte main forte. C'est vraiment un emploi à temps plein maintenant. Oui. C'est du bénévolat à temps plein? Je suis citoyenne bénévole, mais oui. C'est vraiment un emploi en temps plein. Donc, ce qu'on a fait différemment, c'est on est allé parler et discuter avec les 4 maires touchés par ce projet-là pour les inviter à se joindre à nous. Et ils ont tous accepté. Donc, maintenant, on est vraiment une unité Brome-Missisquoi avec les 4 maires touchés, puis on se parle régulièrement. Puis... On parle des maires, parce que je sais qu'on sort d'une élection municipale. Oui. Alors, on a les nouveaux maires, mais en ce qui concerne Sutton, et si je me trompe pas, tu demeures dans la région de Sutton? Oui. Alors, tu avais déjà une relation avec le maire de Sutton qui est réélu. Puis c'était positif. Je pense que lui, il avait déjà travaillé pour l'Hydro. Oui, en fait, M. Benoît, quand j'ai appris le projet, la première personne que j'ai contactée, c'était mon maire. Donc, puis il m'a accueilli à bras ouverts. Là, donc, j'ai été impliquée en 24 heures dans ce projet-là. Puis, effectivement, il est extrêmement impliqué. Un très bon background technique parce qu'il a passé plusieurs dizaines d'années à Hydro-Québec dans la filière internationale. Donc, non seulement que lui-même a un bon background technique, mais il a un bon réseau qui peut l'appuyer à ce niveau-là.
Puis, quels sont les enjeux actuellement, selon ce qu'on en comprend? Hein? Parce qu'on ne fait pas partie de l'hydro, vous ne faites pas partie de l'hydro, vous êtes des gens qui cherchent des solutions qui sont plus adaptées à notre région pour ce qui est des rénovations sur nos infrastructures. Alors, si on fait une pause, puis on regarde juste ça, qu'est-ce qu'Hydro propose ou qu'est-ce qu'Hydro proposait déjà il y a un an et demi? Bien, Hydro-Québec, en fait, leur plan stratégique, leur vision qu'ils ont présentée il y a quelques années, là, avec Michael Sebia, c'était entre autres d'arriver avec des solutions normalisées Hydro-Québec, ce qui veut dire qu'il y a moins d'options qu'avant. Donc, c'est plus la notion de one size fits all, exactement. Donc, Hydro, actuellement, installe des types de lignes très spécifiques, puis ça fait partie de leur portfolio. Là, j'ai cru comprendre, de par une conversation qu'on avait eue avant d'être en studio, que l'approvisionnement pour notre région serait de beaucoup dépasser nos besoins par rapport à la rénovation. Est-ce que je me trompe? Oui, mais avant, ça vaut la peine de reculer. S'il vous plaît. Quand vous avez demandé quels ont été les objectifs d'Hydro, c'est clair qu'il y avait beaucoup de soucis ou de craintes que l'alimentation de la région était faible ou vieux, donc il a fallu rénover la capacité du réseau. Donc, les installations étaient plutôt vieilles, c'était le temps de faire une rénovation sur les installations. La grande majorité des pannes qu'on vit sont des interruptions sur les réseaux de distribution locales. On parle d'arbres, on parle d'oiseaux morts. Les arbres et les autres facteurs, le verglas, ça peut affecter également les grandes lignes de transport en haute tension. Au passé, on a eu une alimentation régionale à 49 kV. Maintenant, ce qui est proposé pour vraiment augmenter la capacité proposée par Hydro, c'est d'aller à 120 kV. Donc, entre autres, on était toujours pour le projet parce qu'effectivement, il y a une électrification de l'économie, des voitures, etc. Et il y a la croissance naturelle. Mais ce qui fait unique de notre région, c'est qu'on n'est pas une région en croissance importante. Récemment, la population descend. Certaines. Donc, la question qu'on a posée tout simplement quand ils sont arrivés, c'est « Wow, ça semble comme un projet tellement surdimensionné pour les besoins et que l'impact de changer l'infrastructure pour fusionner les postes et pour emmener le courant sur des pylônes beaucoup plus imposants, est-ce que c'était vraiment la bonne façon et nécessaire? » On comprend qu'on est en décroissance, donc potentiellement le besoin énergétique, malgré qu'il y a une hausse par rapport aux besoins actuels, vu les voitures, puis la croissance naturelle, serait peut-être, si c'est pas égal, ne justifierait pas un 120 kV, potentiellement. Donc, on reste dans le 49 kV. Mais si moi, j'essayais de comprendre, un 49 kV, ça, c'est les transformateurs, puis ce qu'on approvisionne jusqu'au petit réseau. Et semblerait, ce que je crois comprendre, c'est que c'est les petits réseaux d'approvisionnement qui peuvent être le souci actuellement, qui causent les pannes. Oui, ça arrive également avec les réseaux de haute tension, mais la grande majorité, c'est les lignes qui passent devant chez toi. Une arbre tombe dessus, ça interrompt le réseau localement. Et c'est vrai l'année passée, on a eu une panne de quelques jours à cause des interruptions sur les lignes de 49. Est-ce qu'il y a un problème d'équipement dans les postes? Ça, c'est un autre facteur important. Le courant arrive au poste. Il y a des transformateurs. C'est vrai que ces équipements sont vieux. Il n'y a rien qui empêche une rénovation de ces équipements. Est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Alors, revenons au fait qu'il y aurait du 120 kV. Il y a quand même des coûts reliés à ça. On parle que c'est surdimensionné, l'approvisionnement pour notre région qui est peut-être stable ou en décroissance. Alors, ça ressemble à quoi le projet qu'Hydro nous propose par rapport aux infrastructures? Qui veut m'en parler? Juste avant, est-ce que je pourrais juste apporter un point sur la 49 kV, étant donné que ces lignes-là, à ma compréhension, c'est des lignes qui n'ont même pas été installées par Hydro-Québec, là, c'est même vrai, avant eux. Là. Donc, c'est pas des lignes qui a eu beaucoup de maintenance préventive dessus, parce qu'on savait qu'un jour, on était pour les changer. C'est pour ça que ça a été difficile en Noël dernier.
de revenir réparer ces lignes-là qui avaient manqué d'amour dans les dernières années. On parle manqué d'amour dernières années, on parle de 50 ans, 70 ans? Oh, ce réseau date au moins 60 ans. Notre préoccupation a été dans deux aspects. C'était la hauteur des pylônes qui portent les conducteurs et l'emprise des postes. Parlons donc de ce que ça pourrait être. Je te demanderais, Roxane, juste de me faire un topo là-dessus. Là. Ça coûte quoi à l'environnement, 120 kV? Mais la solution normalisée 120 kV bitherme, on parle d'une hauteur de pylône approximative de 40 à 46 mètres. De hauteur. De hauteur. Puis aujourd'hui, on a quoi actuellement, juste pour comparer? C'est autour de 15 à 20 mètres d'eau. Et j'aimerais juste faire le point, depuis qu'on a commencé à parler avec Hydro, c'est vrai qu'ils cherchent des façons comment réduire l'hauteur de 45 à 40 mètres de haut. On sait que 22 mètres, 20 mètres serait suffisant. Il faut faire attention encore une fois. Là, Vas-y, raconte-moi ça, Roxane, du début, là, juste pour qu'on ait une vue d'ensemble. La solution qui est proposée présentement par Hydro-Québec, c'est ce qu'on appelle une 120 kV bitherme. Donc, actuellement, c'est entre 40 et 46 mètres, mais il y a une ouverture, étant donné notre région et la sensibilité de l'impact visuel, qui soit plus petit à certains endroits. Donc, ça, c'est une chose. Une 120 de cette type-là demande un poste, donc un aire d'accueil pour un poste. Mm-hmm. Donc, c'est un poste qui est quand même d'une envergure importante. Là. C'est quoi une envergure importante? C'est autour de 200 mètres par 200 mètres, le poste comme tel. Là. Donc, peux-tu me traduire ça vulgairement? Oui, c'est à peu près 8 terrains de football. Donc, c'est beaucoup. Oui. Puis au début, pourquoi qu'ils font si gros? Parce que c'est une des questions qu'on a posées. Ils sont plus gros que dans le temps que je travaillais chez Hydro-Québec. J'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et l'explication, c'est que ces projets-là sont quand même pas faciles à trouver un aire d'accueil. Donc, ils font un empreinte plus grand pour pouvoir évoluer dans le temps s'il y a une demande de croissance énergétique plus importante. Je comprends. OK. Alors, je me dis, un terrain de football, dans ma tête, je me mets dans le Molson Stadium. C'est gros, là. 8 fois ça? J'aimerais juste prendre une autre parenthèse parce qu'il y a la question d'auteur des corridors et les postes, mais le principe qu'on suit, s'ils sont capables de recycler ou réutiliser l'infrastructure existante, c'est préférable. Bien, en effet, parce qu'on constate qu'avec 60 ans qu'il n'y a pas eu vraiment d'amour dans ces réseaux-là, puis on sait où sont les problèmes, un peu d'amour, puis on aurait probablement des solutions pour un autre 60 ans. Pour nous, ça veut dire que d'installer les nouvelles lignes de transport à proximité des lignes existantes. Oui. Parce qu'une fois les nouvelles sont installées, les anciennes sont enlevées. Oui. Mais ce qui est vraiment important et un enjeu actuel avec Hydro, c'est qu'il veut passer, acheminer les corridors par des endroits complètement neufs. Des nouveaux endroits. Donc, on parle de clairer également le territoire pour que ces pylônes-là ou ces câbles haute tension passent. Bon, en effet, dans le projet initial d'Hydro-Québec présenté il y a quelques mois, là, il y a 3 tracés. Puis... On peut-tu parler rapidement pour que les gens se fassent une idée, on est sur le sujet, pour pouvoir déposer l'infrastructure pour un 120 kV bitherme. Bitherme, merci. Combien on doit éclairer? C'est autour de 40 à 42 mètres au niveau du corridor. Si tu fais un corridor neuf, là, 42 mètres en largeur. En largeur. Tout au long. Oui, tout au long. Donc, ça fait quand même toute une cicatrice. On parle des hectares et des hectares de déboisement. Quand on est dans, soit dit, une crise environnementale où les arbres sont importants, la nature, cet équilibre entre l'homme et le monde naturel, puis là, ben, il faut trouver des solutions différentes. Là, je vois l'urgence de ça. On est tellement contents que vous soyez là. Mais c'est pour ça qu'on s'est impliqué. Puis je pense que c'est important de dire que c'est justement là, les 4 villes touchées. Là, puis souvent, on me demande c'est qui, parce que les gens ne savent pas. Là, mais c'est Cowansville, potentiellement Dunham, Lac-Brome et Sutton. Donc, ces villes-là, actuellement, sont très à l'affût de ces tracés-là qu'on parlait. Puis, c'est pour ça qu'on a recueilli les préoccupations de ces villes-là et des citoyens.
Puis, Hydro-Québec sont très informés là, que ce qu'on essaie de faire, c'est de favoriser des corridors qui sont déjà existants. Là. Bien sûr. Donc, pour éviter le déboisement. Puis, pour le poste qu'on parlait, c'est sûr que là, on parle, de, comme je te disais, de 8 terrains de football, mais ça, c'est pas la grosseur du poste comme tel. Le poste est plus petit. Ben, le déboisement est significatif. Et c'est fini. Oui. Là, on n'a pas parlé de la santé de l'humain, de la faune, puis de la nature, avec ça qui émane de centrales, de fils haute tension. Ça fait plusieurs décennies qu'on en parle. Au départ, ça c'était ma préoccupation et pourquoi j'ai embarqué là-dedans. Dans la première position proposée, c'était à côté du chemin Riedel et Mansville, Sutton Junction. Pour y arriver, il a fallu traverser une forêt qui est un corridor phonique très important dans la région, en découpant 4 km d'une largeur de 45 mètres de large, exemple. Donc, en partant, on a dit, si on suit les tracés existants, on ne cherche pas le status quo, mais on ne dérange pas des territoires qui n'ont pas été touchés avant. On est en exploration. Ce que je comprends, c'est que la collectivité que vous représentez, parce que, bon, vous êtes impliqué, vous êtes connaissant, c'est votre job à temps plein, bénévole, c'est de regarder quelles sont les solutions qu'on pourrait adopter pour prévaloir notre style de vie, notre santé, puis la santé de la nature autour de nous, qui est essentiellement la vision des cantons de l'Est. Des fois, on se sent choisi par les cantons de l'Est. C'est pas comme si on les choisit. Il y a quelque chose d'unique ici, que ce soit par rapport à la communauté, l'interdépendance et le respect de la nature. Hey, allô! Avez-vous des idées ou des questions à partager? Aimeriez-vous être mon invité à l'émission? Juste allez sur julietaylor.ca et laissez-moi un message. Merci! Parce qu'on a fait une couple de présentations de sessions d'information aux citoyens et on a attiré chaque fois à peu près 150 personnes. Le consensus dans la pièce avec tous les citoyens, c'est que tout le monde met beaucoup de valeur au niveau du paysage, le patrimoine naturel et l'importance de ce paysage sur l'économie. Donc, il n'y a pas comme c'est juste un groupe de monde qui veut embrasser des arbres et protéger les grenouilles. C'est plus que ça. C'est l'économie locale. Puis, n'est-ce pas qu'on a été reconnu comme une des lieux les plus beaux du monde? C'était pas New York Times? Le New York Times nous a reconnus pour être le 52e plus beau paysage dans le monde. Donc, c'est quand même important. Puis il y a aussi la MRC qui, il y a 2 ans, a pris le temps de faire un atlas sur la beauté de nos paysages. Donc, c'est un fait. Puis, comme Peter dit, c'est pas que regarder le paysage, c'est que notre population, il y a beaucoup qui vivent d'agro-touristique et de tourisme. Donc, pour nous, on nous demande souvent, est-ce que le comité est contre le projet? On n'est pas contre le projet, on veut pas nuire, on veut aider. On est conscient qu'il n'y a pas de solution parfaite, mais on veut s'assurer qu'on va trouver une solution à notre mesure. Donc, c'est dans cette direction-là que Hydro-Québec, ils savent qu'on travaille. On est collaboratif, mais on travaille pour la communauté. Fait que pour nous, c'est hyper important. Puis, moi, je vous entends parler, je me sens très proche de la nature. Il y a cet équilibre, que ce soit dans notre économie, l'équilibre entre l'humain et la nature. Puis, je ressens qu'il y a des gens qui ont été custodians of the land. Alors, ils ont été pas les gardes, mais comment on traduirait? Les custodians. Oui, c'est comme ça qu'on traduit. Oui. Google va vous traduire ça. Mais ce qui en est, c'est que on doit à nos ancêtres le travail qu'ils ont mis pour qu'on ait une si belle région. On ne peut pas laisser ça aller. Non. Puis je pense que chaque personne qui a choisi ici comme son chez-soi est très conscient de ça. Mais ça, c'est un excellent point parce que j'ai appris beaucoup dans les derniers mois, moi aussi. Puis une des choses qui est revenue, c'est que contrairement à d'autres municipalités, les gens, c'est pas une transaction de business ou d'affaires. C'est des terres qui sont là de génération en génération et les gens veulent pas nécessairement de l'argent ou une compensation pour pouvoir passer à autre chose. Ils sont plus à la protection de leurs terres, leur richesse. Puis ça, c'est quelque chose. De vie. Et leur style de vie. Ici, on peut se promener, se faire des halos 3 fois down Main Street. Il y a une qualité de vie que l'argent n'achète pas, puis que les centres urbains n'offrent pas. Exact. Et c'est ça qui est une valeur exceptionnelle et fragile. Oui.
Et bien, il n'y en a pas 10 000 places comme ça, là. C'est de moins en moins. Donc, je penserais que les gens seraient très intéressés à trouver une solution différente que ce qu'on leur propose. Puis, il ne faut pas oublier que, parce que moi, je me suis donné une mission avec le comité, et Peter inclus, qu'on représente Brome-Missisquoi. Donc, un projet comme ça pourrait se retrouver dans d'autres municipalités. Puis une municipalité comme Cowansville n'a pas les mêmes préoccupations. Ils sont en boom économique, en développement. Ils ont une croissance importante au niveau de la population. Donc, il faut respecter l'ensemble des préoccupations. Puis c'est pas toujours facile, mais les maires réussissent à se parler pour qu'on arrive à trouver une solution à travers tous ces défis-là. Alors, à l'instant, vous êtes en contact avec autant les citoyens pour les informer, prendre le pouls, peut-être même les impliquer davantage sur des solutions potentielles. Puis vous êtes en pourparlers avec l'Hydro-Québec pour trouver des solutions avantageuses pour tout le monde. Oui, en fait, la façon que ça fonctionne, parce qu'on nous pose souvent des questions par rapport à ça, dans le groupe Exigeons Plus, on représente maintenant près d'entre 500 et 600 citoyens. Et naturellement, ils ne peuvent pas tous être à la table. Donc, il y a un comité exécutif. Puis ce qui était hyper important pour être capable de parler des préoccupations de tous, c'est que dans le comité, il y a une représentativité de citoyens de ces municipalités-là. Puis à ça, il y a un comité de travail spécifique, parce que ça prend plus de temps, pour la table de négociation, mais la table de travail avec Hydro-Québec. Donc, on est des citoyens qui sont organisés. Qui sont des porte-parole des préoccupations. Puis quand on a des interrogations, on a le fameux comité de gouvernance qui est représenté par les 4 maires. C'est vraiment bien. Puis, il y a eu les élections. Donc, puis la chance qu'on a, c'est que les nouveaux maires étaient déjà au courant, déjà informés, donc une volonté de s'impliquer. Les 2 nouveaux maires, M. Patterson et M. Laflamme de Donham, sont maintenant très ouverts à continuer ce que les autres maires faisaient. Est-ce que des fois, il faut être pas fin pour protéger l'environnement? Bien, en fait, je pense que tout commence par l'approche de collaboration. Je pense que si tu dis pas clairement tes attentes et les préoccupations, c'est difficile d'être pas fin s'il y a une écoute. Donc, je pense que nous, c'est l'approche qu'on a présentement. Je pense que Hydro-Québec, depuis que je travaille là, ça fait quand même un bout que j'y travaille plus. Il y a eu une grande évolution sur l'acceptabilité sociale. Puis, ça paraît, on le sent, nous, dans le comité de travail. Donc, il y a quand même une écoute. Il y en a une. Quand la décision est censée être définitive? C'est quoi le timeline? Bien, le timeline initial, c'était le début de la construction. Ça peut changer, là, mais c'était en 2028. D'ici là, il y a beaucoup de travail à faire parce que nous, on donne beaucoup de devoirs à l'équipe de Hydro-Québec. Donc, on leur a proposé des critères. Puis juste pour être clair avec les citoyens qui nous écoutent actuellement puis qui voudraient être dans l'action, c'est pas 2026 à 2028, on a 2 ans, puis là, on verra qu'est-ce qui arrive. Une rénovation de cette envergure serait déjà mise en place dans les 3, 6, 8 mois à venir. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain ou est-ce que la décision sera prise en 2028? Non, la construction commencera en 2028. Donc, on recule par rapport à la planification, les achats. Donc, il y a quand même... The time is running, là. Mais en fait, plusieurs jalons, si on pourrait dire ça ainsi, va se faire en 2026. Puis c'est ce qu'on regarde présentement. Qu'est-ce qu'un citoyen qui aimerait protéger son mode de vie, sa communauté, la nature, pourrait faire dans le sens d'apporter une main forte pour voir un changement positif sur le projet? Moi, je dirais que c'est ce que j'ai fait tout l'été, là, avant qu'on crée le comité comme tel en septembre, c'est d'être informé. Je pense que c'est la base. Que le citoyen soit préoccupé, je pense que c'est une chose qui est normale. Il y a 2 types de personnalités, soit que ceux qui ne veulent pas en entendre parler puis qui espèrent que ça va disparaître, puis ça n'arrivera pas. Là. Non, c'est ça. Donc, c'est le citoyen qui s'informe, qui comprend l'impact, puis à ce moment-là, ça lui permet de mieux comprendre comment s'impliquer par la suite. Oui, parce que c'est normal, si on entend une nouvelle comme ça, d'être un peu hors de soi, comme on dirait au Québec, là, venir plutôt fâché et tout ça. Notre devoir, c'est de canaliser cette énergie-là de façon constructive, de se rallier, peut-être se mobiliser, peut-être parler avec notre voisin. Exact. Des fois, peut-être le trop-plein, on peut diffuser ça là, on lui informe de quelque chose, il reste l'oreille à l'écoute, il entend quelque chose. Ça fait des groupes qui peuvent bouger quand c'est le temps. Puis agir aussi. C'est quoi les prochaines étapes là, où on pourrait être impliqué?
Actuellement, une chose qui est importante, c'est que le comité est beaucoup sur le terrain. Donc, les citoyens, lorsqu'ils ont une interrogation ou une préoccupation, c'est assez simple. Là, ils nous contactent, ils nous appellent. Les prochaines étapes, c'est vraiment au niveau des consultations publiques. Consultations publiques, oui. Du comité, mais c'est ça que je voulais, les consultations publiques. D'accord. Donc, il va en avoir quelques-unes en 2026. Là, Puis, elles seront affichées où? Est-ce qu'elles vont être dans les journaux, sur un site Internet? Est-ce qu'on peut aller vérifier et voir quelque part comment les choses vont se développer et évoluer? Oui, on a une page Facebook, Exigeons plus d'Hydro-Québec. Exigeons plus d'Hydro-Québec. EXIGEONS. Je pourrais te donner les coordonnées. Plus d'Hydro-Québec sur Facebook. Puis on a également le site web en français et en anglais de Exigeons plus d'Hydro-Québec. Donc, sur le site web, on peut s'inscrire à une infolettre. Puis, à ce moment-là, on a de l'information en temps réel. Puis, si on a une question spécifique, on a des gens du comité qui sont responsables de justement répondre aux questions de la communauté. Donc, vous êtes le cœur et la centrale, pour emprunter les mots de ce qu'on parle, la centrale de cette organisation des citoyens. Hydro-Québec, cette semaine, nous a dit qu'on était la courroie de transmission entre eux et les citoyens. Donc, on aime bien ce mandat et cette image-là. Est-ce qu'on peut demander une action d'un citoyen ou d'une citoyenne? Est-ce que vous aimeriez demander quelque chose à notre auditoire actuellement? Je pense que ce qui est important, j'invite la population de s'abonner à notre infolettre ou, si vous aimez mieux, à la page Facebook. Et comme ça, vous allez être à l'affût des consultations publiques et de l'information. Puis, ça serait intéressant que vous veniez sur place pour porter votre message, pour communiquer vos préoccupations puis vous assurer que vous êtes entendu. Donc, je pense que les gens qui veulent se mobiliser, il faut être là puis il faut parler. Je veux juste être très encourageante. Il y a eu du progrès sur l'année et demie. On voit de l'ouverture. On entend que ça va demander une exploration de la part d'Hydro pour nous rencontrer dans une solution équitable pour l'environnement, pour les citoyens puis pour Hydro. Puis vous êtes bien placé pour le faire. Alors, Roxane Partenay, merci beaucoup d'être ici. Peter Small, merci d'être ici. Puis au plaisir de vous revoir et de savoir ce qui se passe. Merci beaucoup. Cette chanson Catchy Positive Upbeat Pop par Fred Bound de Free Music Archive est licenciée CC BY.